Très bien. Merci. Bonjour à tout le monde, à tous les participants qui nous rejoignent dans cette cycle de formation online pour les entraîneurs de FIBA Afrique. Il est presque l'heure, là, un peu moins d'une minute. On va donner un peu plus de temps aux personnes afin qu'ils nous rejoignent. Comme vous avez lu dans le chat, là, le message, s'il vous plaît, on va vous demander de maintenir votre microphone fermé ainsi que votre vidéo fermée tout au long de la conférence. Et à la fin de la conférence, on va essayer de éventuellement vous donner la parole, le microphone pour que vous puissiez poser vos questions. Vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions via la messagerie, le chat. Donc pour l'instant, prière de bien laisser votre microphone et votre vidéo fermés. Voilà. Je rappelle aussi qu'il n'est pas vraiment utile de prendre des notes ni de prendre des screenshots, des images de l'écran, puisque cette vidéoconférence va vous être transmise, en tout cas le lien de YouTube va vous être transmis et vous aurez la possibilité de la revoir donc, tranquillement, plus doucement si vous voulez revenir sur certains aspects de la conférence. Donc, restez un peu attentifs, pas la peine de prendre des notes puisque, comme je viens de dire, vous allez recevoir la vidéo de cette conférence. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, je m'appelle Nour Amri, je suis instructeur FIBA WABC et aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien communiquer avec les joueurs jeunes. Et cette conférence va aussi inclure la symbologie, donc l'utilisation des sigles, des symboles de basketball, parce que c'est aussi un moyen de communication avec nos joueurs, comme vous le savez. On a décidé d'inclure un petit cours vraiment sur la symbologie, l'utilisation des sigles, les symboles de basketball, parce qu'on a remarqué que dans la plupart des stages que l'on fait en Afrique, et surtout les stages de Level 1, en tout cas les entraîneurs débutants ne sont pas encore très familiarisés avec l'utilisation des symboles, et ça leur cause des problèmes. Ça leur cause des problèmes quand il s'agit de passer les évaluations et des examens avec les instructeurs qui leur sont assignés. Donc, on a pensé qu'il était judicieux de vous montrer rapidement comment ça marche, comment on peut écrire avec les symboles et utiliser les sigles du basketball. Ça, on va le faire rapidement en fin de conférence. Donc, voilà, on va commencer tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. La communication, ô combien elle est importante pour le travail de l'entraîneur. Il y a même des… Oui. Les participants n'ont qu'à se renommer normalement, d'enlever les noms de portables. Sinon, on va les mettre dans la salle d'attente. Parce qu'on ne peut pas savoir qui est le nom du portable UIWay. Donc, il se donne le bon nom directement. Ok, d'accord. On peut les reconnaître. On va repasser ce message-là. Donc, vous avez entendu M. Diaby du département informatique et IT de FIBA Afrique. Si vous voulez qu'on vous donne la possibilité de rentrer dans la classe et participer à ce webinaire, vous devez renommer votre identifiant et ne pas avec votre vrai nom. Certaines personnes ont remarqué, ils mettent un numéro de téléphone ou le nom de leur téléphone, smartphone. On ne va pas vous laisser rentrer. Il faudra que vous vous renommiez donc, avec votre véritable nom. Voilà, ça c'est le message est passé. Donc j'étais en train de dire que voilà, que beaucoup d'entraîneurs disent que vraiment la communication de l'entraîneur est tellement importante qu'elle conditionne le succès de votre travail avec votre équipe. Si vous communiquez bien, la grande majorité de vos soucis vont disparaître avec non seulement vos joueurs, mais aussi toutes les personnes qui sont partie prenante dans votre projet, dans votre équipe. Donc, la communication, on va tout de suite. Donc, pardon.
voir les différents types de communication qui existent. Bon, il y a des choses pendant la conférence qui sont des choses qui vont être très familières pour vous. Je vais essayer, de façon générale, rester très simple dans cette conférence. Keep it simple, comme on aime bien dire. Donc, il y a des choses qui vont vous être très familières et d'autres peut-être qui sont un peu nouvelles. Donc, vous prenez ce qui vous intéresse. En tout cas, moi, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc, différents types de communication. Il y a bien sûr la communication verbale, l'oral, et la communication non verbale. Et dans la communication verbale, il y a aussi bien l'écriture, tout ce qui est geste, tout ce qui est posture, tout ce qui est regard, tout ce qui est le silence. Le silence est aussi une forme de communication. On tend souvent à l'oublier. Donc, quand on regarde ces différents types de communication qu'il y a, ben, on se rend compte que 80% des messages que l'on émet sont de type non-verbal. Et ça, c'est très important à tenir en considération à l'heure de communiquer avec nos joueurs dans une équipe de basketball. On va revenir sur ce petit détail plus tard. Et donc, ce qui est important, c'est d'aligner les différents types de communication avec les styles d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler des styles d'apprentissage, mais je vais vous les citer. Il y a 4 styles d'apprentissage. Il y a l'auditif, il y a le visuel, il y a l'écriture-écriture, il y a le kinesthésique. C'est celui qui est obligé de faire des choses pour comprendre. Vous l'avez compris que le visuel, c'est celui qui doit regarder, voir, observer pour mieux apprendre. Et l'auditif, c'est celui qui a besoin d'écouter pour mieux apprendre. Et l'écriture ou lecture, c'est les personnes qui ont besoin de lire pour mieux apprendre. Donc, quand on voit les différents types de communication, il faut absolument les aligner avec les styles d'apprentissage. On va voir quelques détails un peu plus tard pour mieux comprendre. Mais ça, l'entraîneur doit vraiment prendre en considération ce petit détail qui est assez important. Donc, il faut comprendre et avoir clair dans l'esprit que écouter, entendre et comprendre le message de l'entraîneur, c'est vraiment le rôle de l'entraîneur, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Mais écouter et entendre ne sont pas synonymes dans le monde de la communication. Il y a un entraîneur, Bobby Knight, qui avait dit que beaucoup de personnes voient mais peu regardent, et beaucoup de gens écoutent mais peu entendent. Et ça, c'est assez significatif. Donc, quand vous communiquez, non seulement vous devez choisir le bon moment pour communiquer avec les joueurs, et généralement, il est conseillé de parler quand ils sont réceptifs. Généralement, quand il n'y a pas de stress, si généralement quelque chose qu'on dit, ce qui a fait mal, hein, donc quand c'est une erreur, quand c'est une situation de stress, généralement, les joueurs sont moins réceptifs. Dès que cette situation a disparu, c'est peut-être le bon moment de communiquer avec le joueur. Et des fois, un silence, un regard, regard dans les yeux est largement suffisant. On n'a pas besoin d'en faire plus. Bien sûr, si vous estimez qu'il est nécessaire de parler, vous parlerez. Et là, vraiment, c'est cette citation d'auteur inconnu qui dit que celui qui ne comprend pas un regard pourra difficilement comprendre une longue explication. Donc, choisissez le bon moment pour communiquer et avoir en tête que entendre, c'est déjà 50% de comprendre. Et là, je vous donne un petit peu une étude qui a été faite auprès d'un large éventail de personnes, que le taux de mémorisation d'un message est comme suit. Les gens qui lisent retiennent lu 10%, entendu uniquement 20%, vu 30%, vu et entendu, ça grimpe à 50%, dit, quand on dit, écoutez, 80%, mais si on le dit et on agit en même temps, on le fait, c'est 90%. Donc ça, retenez un peu ça, parce que finalement, dans l'entraînement, quand on dit les choses à des joueurs, on donne des instructions et ils le font en même temps, ça augmente beaucoup le pourcentage de compréhension des joueurs. Et on va parler plus tard de l'importance de ça quand il s'agit de parler de coaching dynamique. Ok, donc l'entraîneur, il doit vraiment dominer la communication non verbale. Parce que, rappelez-vous, on a dit que 80% de la communication, elle est non verbale. Donc l'entraîneur, il doit vraiment dominer ce type de communication. C'est un complément donc, aux paroles,
Et comme on a l'habitude de dire que la manière de dire les choses est souvent beaucoup plus importante que ce que l'on dit. Et cette forme de communication, la communication non verbale, elle donne beaucoup plus d'informations que l'autre, parce qu'elle est plus sincère déjà. Hein. Quand on parle avec les gestes, on ne peut pas vraiment tricher. Tout de suite, on voit que la personne, les sentiments de la personne. C'est pour ça que cette communication orale révèle les sentiments et les intentions de l'entraîneur. Ça, c'est bon à savoir. Et donc, on va distinguer quatre types, catégories de communication non orale. Par exemple, les mouvements du corps. Ça peut être le regard, les gestes, le visage, bien sûr, les expressions du visage, la posture. Tout ça, c'est le mouvement du corps. Il y a aussi les caractéristiques du toucher. Hein, des fois, on prend des joueurs par les épaules pour leur parler, pour les encourager, voilà. Ou alors, on tape sur le dos pour aussi encourager. Ça, c'est le toucher. D'accord. Il y a aussi les caractéristiques vocales, bien sûr. Le ton de notre voix, c'est une façon aussi de communiquer. La manière de les dire, le temps de discussion aussi, bien sûr. Si on insiste, bon, forcément, on insiste sur une chose en tant que temps, on donne un message différent que si le message était un peu plus court. Et bien sûr, la posture vis-à-vis des joueurs, hein, donc la distance physique, hein, si on est près d'eux, si on est loin d'eux, comment on est orienté quand on leur parle, tout ça, fait partie des catégories de communication non verbale. Ensuite, hyper important, l'entraîneur doit savoir communiquer, mais surtout doit savoir écouter. Et là, l'adage, le vieil adage que l'on connaît tous, qu'il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Un entraîneur qui ne veut pas entendre, un entraîneur qui ne veut pas entendre ses joueurs, c'est un problème. C'est un grand problème parce qu'il ne va pas savoir quels sont les véritables problèmes de ses joueurs, il ne va pas ressentir ce qu'ils ressentent, il ne va pas connaître leurs difficultés et leurs problèmes. Donc, il faut bien sûr écouter ces joueurs. Donc, comment savoir écouter? Deux choses, ou plusieurs, en tout cas 4 aspects. D'abord, garder le contact oculaire avec vos joueurs. Quand ils parlent avec vous, il faut les regarder plein les yeux. Ne pas les interrompre. Et ça, c'est un exercice qui est, pour certaines personnes, inclus moi. Moi, j'ai la fâcheuse habitude, quand les gens commencent à parler, des fois, je les interromps pour tout de suite donner mon opinion, alors que je m'efforce depuis pas mal de temps d'essayer de les laisser finir leur message, de leur laisser finir ce qu'ils veulent dire, avant d'amener mes éléments de réponse ou mes idées ou mon opinion. Donc, ne pas interrompre est une façon de savoir écouter. Laissez-les finir ce qu'ils ont à dire et ensuite, vous allez réagir. Vérifiez ce qui a été compris. Oui, parce que quand vous dites un message ou des instructions à vos joueurs, il faut savoir vérifier que ce qui a été dit a été bien compris. Bon, quand on fait un exercice pratique, généralement, par l'observation, on voit que les joueurs ne font pas vraiment ce que vous avez demandé de faire. Donc là, c'est déjà tout de suite savoir, là, tiens, peut-être, ils ne m'ont pas compris. Et généralement, ce n'est pas souvent la faute du joueur, c'est souvent la faute de l'entraîneur qui s'est peut-être mal exprimé ou qui a passé le message ni au bon moment, ni comme il fallait. Donc, mais aussi, il faut poser des questions ouvertes. Alors, qu'est-ce que c'est les questions ouvertes? Les questions ouvertes, c'est des questions où on ne peut pas répondre par oui ou par non. Hein, parce que c'est trop facile. Si la question est ouverte et le joueur répond oui ou non, ça ne va pas nous donner des éléments de réponse pour pouvoir analyser et savoir vraiment ou détecter où est le problème dans la communication, où est-ce que le joueur n'a pas compris ou n'a pas fait et quelles sont les causes. Donc, au lieu de dire est-ce que tu n'as pas vu, par exemple, une question qui est fermée, as-tu vu Bernard qui s'est démarqué? Ou as-tu vu Bernard qui demandait la balle? Question fermée, il va répondre non. Mais pour autant, ça ne va ni me servir à moi pour détecter où est le problème, pour savoir comment je peux l'aider, ni
au joueur pour savoir comment il va essayer, comment je vais l'aider pour qu'il ne fasse pas cette erreur encore une prochaine fois. J'aurais pu lui dire, par exemple, une question ouverte, quand Bernard était au poste bas et il demandait la balle, de quelle façon aurais-tu lui donner, tu aurais pu lui donner la balle? En changeant l'angle, on lui passe un rebond, etc., etc. Donc, du coup, là, on remet un contexte différent, l'image générale, et là, on va savoir par rapport aux réponses du joueur qui, à ce moment-là, ne va pas pouvoir répondre par oui ou par non, on va savoir détecter où est le problème et comment aider le joueur à mieux comprendre. Voilà un exemple, par exemple, de questions ouvertes. Ensuite, on insiste et on réinsiste encore qu'il faut parler moins et écouter plus. Enseigner, c'est écouter. Apprendre, c'est parler. Ça, c'est une situation de Deborah Meyer. Et vraiment, elle a beaucoup de sens à l'heure d'encadrer les joueurs. Il se trouve que le meilleur moyen de se faire entendre est souvent d'écouter les joueurs. Mais l'écoute, ce n'est pas seulement ne pas parler, c'est aussi surtout observer. Pendant ce laps de temps où on est en train de ne pas parler, il faut observer. Observer attentivement les joueurs et s'ils posent des questions, réfléchir aussi très très bien sur ce qu'ils sont en train de nous demander avant de répondre. Et l'observation des joueurs, elle nous donne beaucoup d'informations qui va peut-être nous aider à mieux ajuster notre communication, à mieux passer notre message avec les joueurs. Communiquer aussi et pas parler, parce que parler pour parler, généralement ça meuble, ça fait du bruit et puis ce n'est pas une bonne communication. Moi ici, je dis aussi souvent dans mes stages à des entraîneurs ou alors quand je vais observer certains entraînements, surtout au niveau des entraîneurs débutants, ils commencent pour marquer leur présence sur le terrain, ils ont l'habitude de crier, parler très fort, parler très très fort, mais vraiment c'est à la limite de crier ou de hurler leurs consignes. Et là, ce n'est pas, des fois ils le font alors qu'ils croient communiquer mais qu'ils ne communiquent pas. Et le mauvais côté de la chose, c'est que les joueurs vont tellement s'habituer à ces hurlements, à ces cris, que après, le jour où vous voulez passer un message vraiment fort, et vous voulez le crier ou hurler par exemple, dans un match pour qu'ils puissent vous entendre, ils vont tellement habitués à vous entendre hurler que pour eux, c'est normal et ils ne vont même pas faire attention. Donc, communiquer pour parler, c'est quand vous avez un message. Et si vous n'avez rien à dire, ne dites rien, ce n'est pas un problème. Continuez à travailler avec les joueurs. Et beaucoup d'entraîneurs ne se rendent pas compte du volume de temps qu'ils parlent pendant l'entraînement. Il y a une petite étude qui a été faite, un petit test, où on a demandé à un entraîneur adjoint de chronométrer le temps d'intervention de l'entraîneur durant une séance d'entraînement, une séance de 1h30. Et à la fin, l'entraîneur adjoint a calculé combien de temps l'entraîneur a intervenu et parlé pendant sa séance. L'entraîneur a estimé qu'il n'a parlé qu'une dizaine de minutes. Et en fait, la réalité, c'est qu'il a parlé plus de 30 minutes. Donc, voilà, on ne se rend pas compte quand on parle, mais 30 minutes dans une séance d'1h30, c'est quand même 30% de la séance où les joueurs n'ont pas pu s'entraîner, n'ont pas pu faire des exercices, n'ont pas pu jouer un match ou faire ce qu'ils sont venus faire, savoir s'entraîner et jouer au basketball. Mais là, ils ont passé 30 minutes à vous entendre. C'est à mon avis beaucoup de temps. Capter l'attention des joueurs. Alors, certains entraîneurs savent le faire de manière naturelle, d'autres, il y a différentes techniques, on pourra en parler plus tard. Mais une fois qu'on a capté l'attention, il faut savoir écouter les joueurs. Donc maintenant, je vous ai mis 2 photos. Je vous demande de les observer très attentivement pour me dire qu'est-ce que vous voyez. Bon, là, on est en vidéoconférence, je ne vais pas ouvrir le micro pour ne pas perdre de temps, mais je veux que vous réfléchissez en voyant les 2 photos, celle de droite et celle de gauche. Et vous voyez donc 2 entraîneurs qui donnent des consignes. Je pense que c'est pendant un temps mort à leurs joueurs. Alors, vous avez sûrement vu que sur la photo de gauche,
l'entraîneur qui est debout, il n'a pas vraiment l'attention complète de ses joueurs. D'ailleurs, deux sont en train de regarder le photographe, celui qui tourne le dos, il ne regarde pas les yeux de l'entraîneur, la fille, elle regarde quelqu'un d'autre, bref, elle n'est pas attentive avec son entraîneur. Alors que dans la photo de droite, l'entraîneur a réussi vraiment à capter l'attention de ces joueurs-là et il les a vraiment écoutés et regardez comment maintenant ils sont tous vraiment focalisés sur l'entraîneur. Il a réussi vraiment à capter leur attention pour passer le message. Voilà. Donc, une règle d'or pour la communication que je vous donne avec vos joueurs, parlez peu pour que les joueurs écoutent et écoutez plus pour que les joueurs parlent. Il faut que vous donnez la possibilité à vos joueurs de parler. Et pour cela, il faut écouter et en tant qu'entraîneur, parler. Et là, je ne vais pas trop m'attarder sur l'importance du coaching dynamique. En anglais, on dit ça coach on the ground, parce que la conférence de vendredi prochain va être entièrement dédiée au coaching dynamique. Je vais mettre juste une diapositive pour vous dire que le coaching dynamique, c'est le fait de ne pas casser le rythme pendant l'entraînement à cause des nombreuses interventions de l'entraîneur. C'est-à-dire l'entraîneur intervient à chaque fois, arrête, il y a des joueurs qui sont en train de travailler, il y en a un qui fait une erreur ou un qui n'a pas bien compris, hop, on arrête tout le monde et puis on explique. Ces interruptions répétées pendant l'entraînement n'est pas bonne. Et donc, le coaching dynamique, c'est le contraire, c'est que l'entraîneur arrive à corriger, à donner ses instructions sans pour autant que les entraîneurs arrêtent les activités ou arrêtent les exercices qu'ils étaient en train de faire. Donc, savoir passer des messages et corriger alors que les joueurs sont en train de faire les activités. Donc, communiquer à l'entraînement pour 4 choses finalement. À l'entraînement, et je dis bien à l'entraînement, pas au match, communiquer à l'entraînement, pour enseigner, bien évidemment. Ils sont là, on va enseigner à l'entraînement. Pour corriger, bien sûr, les joueurs, tout apprentissage comprend des erreurs, et d'ailleurs les erreurs font partie des apprentissages. Donc quand on enseigne, les joueurs vont faire des erreurs, donc il faut les corriger. Et ensuite, communiquer pour motiver et encourager. Absolument, il faut en permanence motiver et encourager nos joueurs, surtout quand ils sont en train d'apprendre quelque chose de nouveau, pour qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne disent pas que c'est très difficile, il faut constamment les motiver et les encourager. Et communiquer à l'entraînement pour évaluer et faire prendre conscience. Évaluer que si les joueurs ont bien appris ou ce que vous leur avez demandé de faire, si les joueurs ont bien compris ce que vous avez demandé de faire, mais aussi pour faire prendre conscience aux joueurs qu'il est maintenant dans une phase où il a appris ce que vous lui avez demandé de faire. Parce qu'un joueur qui est capable de vous dire ou vous expliquer un geste technique nouveau qu'il vient d'apprendre, c'est quelqu'un qui le maîtrise déjà. Généralement, les joueurs qui ne maîtrisent pas encore un geste technique n'arrivent pas à expliquer. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que ça a fait l'occasion d'une autre conférence. D'ailleurs, Brigitte Tonon, coach Brigitte Tonon, en a parlé hier, à savoir tout ce qui est travail de inconscient, compétent, inconscient, incompétent, compétence inconsciente, compétence consciente, et incompétence consciente et compétence inconsciente. Ça, c'est des phases des différentes phases d'apprentissage. Vous pouvez revenir à la conférence de Brigitte Tonon d'hier et puis vous allez comprendre un peu plus ce que j'essaie de dire ici. Mais en tout cas, sachez qu'il faut communiquer pour évaluer le joueur, mais aussi pour le faire prendre conscience à quel niveau il est arrivé. Il a fait un geste technique et maintenant, on va essayer, par nos questions, par nos communications, qu'il lui prenne conscience que maintenant, ce geste-là, il le maîtrise ou pas encore. Mais ça, on va en parler beaucoup plus vendredi prochain. Communiquer avec les arbitres. En principe, la communication avec l'arbitre doit être quasi inexistante. En principe. Surtout avec les catégories de jeunes. Maintenant,
En cas de désaccord, la communication doit être très brève, courtoise, respectueuse et en aucun cas en gesticulant et en hurlant du banc de touche, etc., etc. On a vu que quand l'entraîneur il recherche le résultat avec les jeunes, chose qui n'est pas l'objectif principal, ben, généralement, ses émotions, il est emporté par ses émotions, il gesticule, hurler, alors que le but recherché est de se concentrer avec ses joueurs et pas avec l'arbitre. Et combien de fois on a vu des entraîneurs presque durant tout un match s'occuper des arbitres en permanence et oublier que l'essentiel est de s'occuper de son équipe et de ses joueurs. Mais bon, ça, c'est des mauvais exemples que j'espère progressivement, on ne va pas plus les voir dans notre basketball. Donc, communiquer avec les arbitres, sachez que les entraîneurs qui sont expérimentés, et là, il faut prendre exemple, ils choisissent d'abord les bons moments et les bons mots pour communiquer avec les arbitres. Et souvent, on ne le voit même pas. On ne voit même pas que ces entraîneurs communiquent avec les arbitres alors qu'ils sont en train de le faire. Ces arbitres expérimentés sont conscients et persuadés que la bonne communication avec les arbitres facilite et améliore la concentration de l'équipe. Combien de fois, et ça m'est arrivé moi, à mes débuts, et ça m'est arrivé même avec notre équipe nationale, où à un moment donné, notre entraîneur national s'est emporté, et bien sûr, tout de suite, les joueurs ont perdu la concentration. Très, très important. Et les arbitres, les entraîneurs expérimentés savent ça et savent jouer sur ces deux choses. Donc, prenez exemple sur ces entraîneurs expérimentés. Quand est-ce que communiquer avec les arbitres? Les bons moments, c'est par exemple, lors des passages de l'arbitre près du banc de touche. Il passe souvent régulièrement devant son banc de touche, votre banc de touche. Donc, c'est le moment de lui glisser un ou deux mots, comme ça, gentiment, toujours avec respect et courtoisie. Mais vous lui glissez deux, trois mots, il va les entendre, il va respecter que vous lui avez dit ça sans que tout le monde ne le voit, ne le sache. Il va respecter que vous voyez ça avec gentillesse et courtoisie. Et donc, voilà, c'est un bon moment pour communiquer avec l'arbitre. Lors des lancers francs aussi. Lors des lancers francs, généralement, un arbitre est au niveau de la prolongation de la ligne de lancer franc sur le côté. Et donc, là aussi, vous pouvez vous rapprocher de lui et lui dire, voilà, en plus, à ce moment-là, il est un peu plus attentif parce qu'il n'a pas à évaluer ou arbitrer les situations vives de match. Le ballon est mort, là, il y a juste un lancer franc. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il va être un peu plus attentif. Et bien sûr, à la sortie ou à l'entrée du vestiaire aussi, vous pouvez discuter avec lui, mais toujours avec respect et courtoisie, parce qu'on a tout à perdre si on fait le contraire. Et ne pas oublier que la bonne connaissance du règlement du jeu, aussi bien par les entraîneurs que les joueurs, va permettre à ces derniers de mieux gérer les problèmes qui risquent de surgir dans les matchs, les problèmes d'interprétation du règlement de jeu. Déjà, j'encourage les entraîneurs, bien sûr, à bien apprendre et connaître le règlement de jeu. Beaucoup d'entraîneurs le règlement de jeu aux joueurs. Pendant le ces détails-là peuvent venir à protester ou à tenir de dénigrer l'arbitre, alors que l'arbitre avait tout entraîneur qui ne connaissent pas le règlement. Donc, en tant qu'entraîneur, je vous encourage à lire et apprendre le règlement de jeu, mais aussi l'enseigner dans ces détails à vos joueurs, chose qu'on oublie beaucoup. La communication en dehors de l'entraînement, là, je ne vais pas trop tarder sur ça parce qu'effectivement, un entraîneur, il doit communiquer avec ses joueurs de beaucoup d'aspects qui ne sont pas au sein de l'entraînement du match. Par exemple, vous pouvez communiquer aux joueurs un changement d'heure d'entraînement ou un changement de lieu de match, ou alors qu'est-ce qu'ils doivent ramener pour le match. Voilà, des informations de dernière minute. Tout ça, vous devez communiquer. Mais la seule chose qui est importante, c'est que cette communication-là, surtout quand on est en train d'entraîner des entraîneurs, des joueurs de jeunes, il faut inclure nos parents dans la communication.
Et beaucoup de joueurs disposent bien sûr de pardon, je vais juste redémarrer ma vidéo. Okay. Beaucoup de jeunes disposent bien sûr des réseaux sociaux, hein. Tous ont des Facebook, des WhatsApp, des Twitter, etc. Et bien sûr, l'entraîneur peut aussi utiliser ces méthodes pour communiquer avec ses joueurs. Mais vous pouvez par exemple créer un groupe WhatsApp, ce qui est le plus populaire pour l'instant, et puis bien sûr, vous pouvez communiquer avec tout le monde en même temps. Ça, c'est vraiment important. Ne pas communiquer individuellement avec vos joueurs à travers ces réseaux sociaux, mais communiquer de façon par groupe, tout le monde. Et essayer d'inclure, si ce n'est pas tous les parents dans le groupe, inclure au moins quelques parents dans ce groupe-là. C'est une raison de sécurité et de transparence pour montrer à tout le monde que la communication que vous avez en dehors de l'entraînement du match avec vos joueurs est tout à fait professionnelle et qu'il n'y a aucun risque de dérapage. Je continue. Maintenant, on va voir quelques conseils pour mieux communiquer avec une équipe de jeunes. Donc, on a vu plus ou moins la communication en général, la verbale, la non-verbale, leur importance, leur incidence au niveau de vos séances d'entraînement et avec vos joueurs, etc. Là, je vais essayer de vous donner quelques conseils de façon générale de comment communiquer et de mieux communiquer avec une équipe de jeunes. En plus de ce qu'on a déjà dit, savoir écouter, etc., etc. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est qu'il faut être cohérent. La cohérence doit être vraiment quelque chose d'indispensable et quelque chose de permanent chez un entraîneur. Il faut que tous les messages que vous dites soient valables tout le temps. Ce n'est pas normal qu'il y ait quelque chose qui est valable aujourd'hui et puis qui n'est plus valable dans la même situation 2 jours plus tard ou 1 mois plus tard. Hein, parce que la communication incohérente va devenir inefficace et ça va faire perdre la crédibilité de l'entraîneur. Donc, le coach doit faire attention à être cohérent. Le basketball est cohérent. Le basketball est cohérent dans toutes ses facettes. Donc, restez cohérent et vous n'aurez pas de soucis à ce niveau. Aussi, rappelez-vous qu'on a dit en début de conférence que 80% du message que l'on donne, il est non-verbal. Et que les gestes et comportements, par conséquent, parlent aussi. Et nous nous exprimons aussi à travers nos gestes et nos comportements. Et donner l'exemple est un moyen efficace de communiquer. On n'arrête pas souvent de le dire dans nos conférences que l'entraîneur doit toujours donner l'exemple. Ici, non seulement il doit donner l'exemple parce que c'est un moyen efficace de communiquer. Deuxième conseil, la franchise. Il faut être tout le temps franc avec les joueurs, leur dire directement ce que vous pensez, qu'ils sentent que vous êtes franc et honnête. Ça, c'est indispensable. Maintenant, avec les tout jeunes, il se peut, quand on est animé par des soucis d'encouragement et de motivation, on ne dise pas vraiment ce que l'on pense à un joueur. Je dis bien un joueur de jeune. Parce que, voilà, on dit qu'un joueur, il n'est pas encore très efficace dans cet aspect du jeu. Je ne vais pas venir lui dire, voilà, tu n'es pas encore très bon là. Non, par contre, là, on va l'encourager. On est voilà, tu fais des progrès, mais il te reste encore des choses à faire, etc. Alors que ça, c'est quelque part ne pas être franc, mais dans un souci de pédagogie, d'encouragement et de motivation, on peut considérer ça comme une pratique qui est valable. Mais c'est une exception. De toute façon, avec les seniors, ça ne s'applique pas. Donc, être crédible lorsqu'on communique. Il faut être crédible. Il faut être sûr du message que l'on donne. Et généralement, les joueurs débutants, quand ils ont des problèmes parce qu'ils ne sont pas sûrs du message, surtout quand c'est un message tactique ou technique, ils ne sont pas sûrs et donc le message passe comme peu crédible. Non, ne dites que ce que vous êtes sûr de bien savoir. Et c'est pour ça que des fois, mieux vaut ne pas parler, mais de faire les choses. Et une fois que vous avez l'information qui vous manque, par exemple, là, vous la passez de manière crédible, de manière sûre, pour gagner la confiance
de vos joueurs. Troisième conseil, il faut être bref et précis. On ne peut pas communiquer et parler avec des joueurs très très longtemps. Il ne faut pas oublier que ce sont des joueurs et que par conséquent, des jeunes joueurs, par conséquent, leur attention n'est pas très grande. Hein. Donc, et plus on parle généralement, plus on parle plus longtemps, plus le joueur va finir par ne pas vraiment comprendre et finir par ce que lui, il sait faire. Il va faire ce que lui sait faire et pas ce que vous lui demandez de faire. Donc là aussi, il faut faire très attention dans tous vos propos, vos remarques, vos messages qui soient courts et bien précis. Quand on va parler vendredi prochain de coaching dynamique, on va un peu plus s'étaler dans ce genre de situation. Quatrième conseil, progression pédagogique logique. Oui, parce que si dans l'apprentissage des gestes techniques, il est normal d'aller du plus simple au plus compliqué, mais dans la communication aussi. Hein. On ne peut pas commencer à donner un peu plus difficile à assimiler dès le départ. Hein. Donc, il faut expliquer des choses qui sont faciles d'abord et ensuite, dans notre communication, essayer d'aller un peu plus dans la complexité. Si on surcharge beaucoup les joueurs avec beaucoup de concepts, là encore une fois, ils ne vont pas comprendre, ils vont se sentir dépassés et ne pourront pas faire ce que vous leur demandez de faire. Cinquième message, ne pas oublier la communication individuelle. Généralement, dans une séance d'entraînement, les entraîneurs ont l'habitude de s'adresser à tout le groupe et on communique le même message à tout le monde. Sauf qu'on a vu, dans la diapositive en début de conférence, que tout le monde n'a pas le même style d'apprentissage. Donc là, bien sûr, quand on parle à tout le monde, même message en même temps, on oublie de prendre en considération que chaque joueur est différent. C'est bien sûr, de passer le message à tout le monde, mais chaque joueur est différent. Chaque joueur répond différemment aux mêmes stimuli. Donc, la communication individuelle a posteriori, des fois même avant, a posteriori de vous adresser à tout le groupe est tout aussi important que la communication collective. D'accord ? Bien sûr, on a vu qu'il était important de savoir quand est-ce que communiquer individuellement avec les joueurs. On peut communiquer avant une séance d'entraînement, après une séance d'entraînement, on peut communiquer avant un match, après un match, avant un exercice, au cours d'un exercice, après un exercice. Attention au coaching dynamique. Des fois, ne pas arrêter un exercice si c'est un joueur qui a besoin d'une communication individuelle. Ce jour-là, vous le sortez de l'exercice, vous le remplacez par quelqu'un d'autre, les autres continuent à faire l'exercice et vous avez une discussion, une communication individuelle ce jour-là pour ne pas casser le rythme de l'entraînement. Aussi pendant les temps morts, des moments, mais bon, bien sûr, l'entraîneur doit choisir le bon moment pour en parler. Des fois, comme on a dit, il faut savoir que dans certains moments, les joueurs ne sont pas réceptifs. Donc, savoir quel moment lui parler est aussi important que le message en lui-même. Sixième conseil, communiquer positivement. Oui, pour chaque 1000 biens, il faut dire un mauvais. Hein. Hyper important, surtout chez les jeunes. Toujours un renforcement positif dans la communication de l'entraîneur. Parce que la communication positive, elle augmente l'apprentissage et elle augmente la crédibilité de l'entraîneur. Ça, c'est hyper important. Et généralement, la communication négative, donc l'opposé, ça utilise les critiques et les punitions. Bon, ça peut éventuellement éliminer quelques conduites indésirables, mais avec le temps, ça a des conséquences beaucoup plus néfastes que la communication positive. Septième conseil, communiquer à l'entraînement si vous voulez que vos joueurs communiquent dans les matchs. L'exemple que je vais donner, c'est la défense. Il y en a d'autres. On va rester sur la défense. On veut que nos joueurs communiquent en défense, mais à l'entraînement, on ne communique pas dans la défense. On ne leur dit pas, on n'insiste pas sur communiquer dans la défense. Un signe comme il coupe, écran, tir, etc., doit être régulier chez l'entraîneur. L'entraîneur doit le dire pour habituer les joueurs à le dire et pousser et encourager les joueurs à le dire. Comme ça, dans les matchs, les joueurs vont avoir ce réflexe-là et c'est habituel.
Et neuvième, utiliser la terminologie et la symbologie du basketball. Parce qu'il est important de parler le même langage. Des fois, on communique et nous, le joueur, il nous regarde comme si on parlait en chinois, alors qu'en fait, on parle en terminologie de basketball ou en symbologie de basketball. Le vocabulaire du basketball est important. Quand on dit pivoter effacé, quand on dit backdoor, quand on dit backspin, etc. Ça, c'est du vocabulaire spécifique basketball, la terminologie basketball. Alors, il y a beaucoup de mots en anglais. C'est normal, le basketball a été inventé par les Américains et donc beaucoup de terminologies qui sont utilisées sont en anglais. D'autres ont été traduits en français parce qu'il y a l'équivalence, mais beaucoup restent en anglais et ce n'est pas grave, on peut les utiliser, mais surtout, il faut les apprendre aux joueurs. Il faut apprendre aux joueurs. Moi, je vois souvent des entraîneurs débutants qui n'arrivent pas, quand ils enseignent les appuis à leurs joueurs, ne leur apprennent pas le vocabulaire ou la terminologie de ce type d'appui. Un arrêt simultané, un arrêt alternatif. Les joueurs doivent apprendre ça. Arrêt en un temps, arrêt en 2 temps. Vous devez leur dire ça. Comme ça, quand vous parlez avec eux, ils vont vous comprendre. Le problème se pose quand ils passent d'une catégorie à une autre. Si tous les entraîneurs n'ont pas la même terminologie, ou n'utilisent pas le même vocabulaire, un joueur qui est en U12, avec un entraîneur depuis 2 ans, qui n'utilise pas le vocabulaire qui est commun à tous les entraîneurs, qui utilise son propre vocabulaire, et ce joueur va passer en U14. Et cet entraîneur des U14, il a la terminologie. Le joueur ne va rien comprendre. Donc, tout le monde doit enseigner les joueurs avec le même vocabulaire du basketball, la terminologie basketball. Mais aussi les symboles et les sigles du basketball. Vous savez, c'est comment on écrit les schémas, les diagrammes, etc. Il y a des sigles. Vous avez sûrement des tableaux, des tablettes tactiques. Vous avez aussi peut-être des tableaux au sein de votre terrain de jeu. Des fois, vous expliquez ça aux joueurs. Et oui, croyez-moi, beaucoup de joueurs, surtout à l'âge de U14, même U16, ils ne connaissent pas un peu vos diagrammes, les sigles. Les entraîneurs ont ce problème-là. Imaginez les joueurs. J'avais dit qu'il fallait, tout à l'heure, qu'il faut que l'entraîneur insiste à faire apprendre le règlement de jeu aux joueurs. Mais le véritable règlement de jeu. Pas le classique, le marché, les fautes, les double dribbles, ça, ils le savent. Même chose pour les symboles et les sigles, la symbologie du basketball. Il faut que l'entraîneur, dès jeune âge, apprenne ça aux joueurs. Comme ça, on va commencer à parler tous le même langage. Donc, terminologie, on en a parlé, hein, et puis symbologie, donc c'est l'alphabet technique du basketball. Donc, voilà, plus ou moins, j'essaie de vous résumer en quelques diapositives l'importance de la communication et comment il faut communiquer avec l'équipe de jeu. Alors, beaucoup de ces aspects-là sont aussi valables pour les entraîneurs, pour les joueurs seniors. Mais on a vu beaucoup de choses qui sont spécifiques aussi aux équipes de jeu. Maintenant, on parle de symbologie, de terminologie, ça me permet de faire le lien et tout de suite, on va commencer à voir ensemble un peu comment non seulement d'abord utiliser cette plaquette tactique que vous avez ou que vous rêvez d'avoir, si vous êtes un entraîneur débutant, à quoi elle sert et comment l'utiliser dans un premier temps. D'abord, elle sert avant le match pour éventuellement écrire les consignes que vous allez donner à vos joueurs en écrit. On peut écrire des consignes, par exemple. Aujourd'hui, on défend tout le match en défense individuelle. Être agressif. C'est des consignes que vous pouvez écrire. D'accord ? Vous pouvez aussi rappeler l'organisation offensive ou défensive par des dessins, par des diagrammes. Mais cette plaquette-là peut être utilisée comme un moyen de concentration, un moyen de capter l'attention des joueurs. Une accroche visuelle. Pendant le match, pendant que le match se déroule, certains des points forts et des points faibles de leurs joueurs, comme ça au temps mort, ils n'ont pas oublié, c'est écrit là-bas, ils les reprennent. Moi aussi, je suis parti de
des entraîneurs qui font ça. Mais aussi pendant les temps morts ou pendant la mi-temps, ben, ils utilisent la plaquette pour passer des messages techniques ou tactiques ou alors pour centrer la concentration des joueurs sur quelque chose de bien précis, surtout technique ou tactique. Maintenant, puisqu'on parle de ça, une chose que j'ai vue chez beaucoup d'entraîneurs, c'est que quand ils utilisent cette plaquette tactique, cette table voilà, avec le feutre, ils sont là, pas dans un temps mort, ils sont là, ils sont en train d'expliquer un détail tactique à leurs joueurs. Mais généralement, la plupart des entraîneurs, ce tableau, il est orienté vers l'entraîneur et pas vers le joueur. Parce que en fait, c'est comme si l'entraîneur communiquait à lui-même. Il ne pense pas au joueur. Le message est destiné au joueur. Il faut que vous orientez la plaquette en fonction des joueurs, pas de l'entraîneur. Et ensuite, comme c'est expliqué. Et c'est bien que quand vous l'orientez, vous prenez en compte, considération, le terrain. C'est-à-dire que si on attaque à gauche, ben, vous le mettez de façon à ce que vos joueurs, quand vous écrivez, le terrain d'attaque, c'est bien leur gauche à eux, et le terrain de défense, c'est leur droite à eux, et pas le contraire. Faites attention à ça, parce que je vois cette erreur chez beaucoup d'entraîneurs, même un peu expérimentés. Donc, les symboles conventionnels et les sigles du basketball, ces hiéroglyphes-là qui sont un peu compliqués, je vous ai dit que lors des stages qu'on a fait à peu près en Afrique et d'autres endroits au monde, il y a beaucoup d'entraîneurs débutants qui ne dominent pas encore ça et ça leur pose des problèmes. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce que sont que ces sigles, que ces symboles. Peut-être que plusieurs d'entre vous le savent déjà, très bien, mais ça va nous aider à ceux qui ne savent pas d'apprendre. Et puis tout à l'heure, on va voir quelques schémas, quelques diagrammes. Ça va vous permettre de réviser ensemble certaines choses. Donc, plusieurs façons de définir ou de dessiner un joueur attaquant avec ballon. On peut soit mettre le numéro de joueur enterré d'un cercle, ou alors le joueur encerclé, entouré d'un cercle avec un petit point qui représente le ballon. Et dans certains logiciels, le joueur attaquant est dessiné avec son ballon, comme vous le voyez ici à l'extrême droite de votre écran. Le joueur attaquant sans ballon, ben c'est soit un numéro qui n'est pas encerclé, soit un numéro de joueur encerclé, ou comme il est dessiné, donc le petit. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait la même logique dans le diagramme. C'est-à-dire que si vous avez opté pour que le joueur avec le ballon soit uniquement un cercle autour du numéro du joueur, il faut que celui qui est sans ballon n'ait pas de cercle. Mais si vous avez décidé de faire tous les joueurs entourés d'un cercle, il faut absolument que vous mettez ce petit ballon, ce petit rond devant le joueur pour qu'on sache quel est le joueur qui a le ballon à ce moment-là précis. Puis ensuite, les sigles, on va voir. Le premier sigle, c'est le déplacement d'un joueur non porteur de balle. Donc, un joueur qui se déplace sur le terrain, généralement, c'est une flèche pleine qui indique vers quel endroit ce joueur-là va se déplacer. Un joueur qui se déplace avec changement de direction, il suffit juste de faire des angles sur la flèche pour expliquer, voilà, ce joueur a aiguillé, ce joueur a fait un démarquage en V, a fait un démarquage en L, etc. etc. Donc, le changement de direction est symbolisé par une flèche avec des angles. Déplacement d'un joueur en dribble, c'est le symbole suivant. Donc, une ligne qui est un petit peu en vague, toujours vers la direction dans laquelle vous voulez que ce joueur se déplace. Ensuite, la passe, c'est une flèche qui n'est pas pleine mais qui est en pointillé, qui symbolise la passe de la balle d'un joueur à l'autre. L'écran, les écrans, qui est symbolisé par cette ligne directe qui est finie par une sorte de petit bloc là, pour symboliser que voilà, on essaie de bloquer le défenseur de notre coéquipier. Dans différentes façons, ça peut être aussi une flèche, en tout cas une ligne directe, mais si l'écran comporte un mouvement en courbe avant, on peut le symboliser aussi comme ça. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite ici. Je continue. Le tir est symbolisé par ce type de flèche, avec une double flèche. Généralement, quand on met un joueur et puis une double flèche comme ça veut dire que le joueur, à ce moment-là, il tire.
Joueur défenseur, alors différentes façons de le symboliser. Il y a ce demi-cercle, hein, vous le voyez ici. Ici, c'est vraiment, on voit que ce joueur-là, comme si ce défenseur-là, il est pris d'en haut, il est vu d'en haut. Donc, on voit un peu ses bras, hein, et puis sa tête. Ça nous permet, c'est très pratique, ça nous permet d'indiquer l'orientation du défenseur par rapport à la balle. Ça, quand on utilise ça, c'est très important. Mais des fois, on se limite juste de mettre soit défenseur 1 ou défenseur 2, si c'est défenseur de joueur 2, ou bien X1, X2. Ça, généralement, les Américains qui utilisent beaucoup ce genre de X pour défenseur. Voilà. Le coach ou entraîneur, un cercle avec un C ou un E pour coach ou entraîneur. Le passeur, parce que des fois, il y a des exercices, des situations où on veut mettre un passeur, donc c'est un cercle avec un P. Écran, ou plutôt rebond, c'est une erreur, hein, il faut lire rebond, donc un R. Et un cône ou un plot. Donc, c'est une sorte de triangle qui symbolise un plot ou un cône. Donc ça, c'était un petit peu les sigles, les principaux sigles qu'on utilise, les symboles qu'on utilise pour dessiner et écrire le basketball sur un tableau, sur une plaquette tactique. Maintenant, on va faire ensemble quelques exercices pratiques pour transformer des situations, donc des situations pratiques en symboles, et on va les écrire ensemble. Parfait. OK. Donc voilà le premier exercice pratique. On va voir la situation, ce que font les joueurs. Il y a 3 joueurs sur le terrain. Et ensuite, on va essayer de voir comment on va transposer et écrire la situation pratique en cycle de basketball. Voilà, on commence. Donc, vous voyez, 3 joueurs. C'est le fameux passé, coupé, remplacé avec 3 extérieurs. Le ballon est passé au joueur 2. Le joueur 1 coupe à l'opposé. Le joueur 3 vient remplacer. 2 repasse la balle au 3. 1 remonte en se démarquant et reçoit la balle. Voilà, ça c'est la situation, passé, coupé, remplacé, par exemple, qu'on veut mettre maintenant par écrit sur un diagramme. Comment va-t-on le faire? Doucement. On va faire ça sur 2 diagrammes. Vous avez que le joueur 1 a passé, donc montre une flèche donc discontinue pour montrer que le ballon est passé au joueur 2. Ensuite, le joueur 1 se déplace, donc flèche pleine, vers l'endroit, donc poste bas à l'opposé. Et 3, donc, vient se démarque vers le milieu, vers la position centrale pour recevoir le ballon. Et à l'opposé. Je vais donner un autre exemple. Là, même situation, 3 joueurs, mais un petit peu joueurs vont faire quelque chose de un peu différent. D'accord? 2 va couper. 1 va dribbler sur le côté. 3 vient au centre. Et 2 qui va au milieu. Et 2 qui remonte. Mais là, le joueur 3 va dribbler et pénétrer vers le panier. D'accord? Donc, je vais recommencer dès le départ. Voilà. Le joueur qui dribble vers le côté. Le 3 remonte, position centrale. Le ballon revient vers 3. 2 se démarque. Et le joueur 3 pénètre vers le panier. Voilà. Comment maintenant on va écrire tout ça? Bon, il y a aussi tir, hein. Excusez-moi, à la fin, le joueur 3 tire. Hein. Donc voilà, le joueur 3 tire à la fin de sa pénétration. Donc voilà comment on va symboliser tout ça avec nos sigles et nos symboles. Donc 1 dribble vers le côté, 2
s'est démarqué, a été chassé, se démarque donc vers l'opposé au poste bas. Et 3 vient occuper la position centrale. Ça, alors, ce qui est intéressant, c'est que essayer de ne pas, comment dire, de ne pas mettre toutes les phases dans un seul diagramme, mais diviser ça en 2-3 diagrammes. D'accord? Donc le diagramme 2, voilà, donc le ballon qui revient vers 3 et 3 qui donc pénètre vers le panier et finit par un tir, cette double qui symbolise le tir. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est plus ou moins comment écrire. On va rentrer un peu plus dans les détails. Là, je vais commenter avec vous. Alors, idéalement, si on avait plus de temps, j'allais vous mettre des schémas et puis vous demander de me donner vos réponses. On n'a pas trop le temps, on va avancer. Et je vais essayer de juste commenter un petit peu les schémas et vous expliquer les schémas que je vais vous présenter. Donc là, si on veut symboliser donc, les défenseurs de ces joueurs-là, joueurs 1, 2, 3 et 4 et 5, on a un petit peu mis symbolisé les joueurs par le fameux X1. Donc X1 pour défenseur de 1, X2 pour défenseur de 2, X4, X5 et X3. Donc voilà comment, dans une défense individuelle, les joueurs défensifs seront placés en fonction de la position de la balle. Voilà. Bon, maintenant, si vous êtes familiarisé avec la défense individuelle, vous comprendrez, vous saurez que X3 ne peut pas se trouver ici, collé, mais parce qu'il y a un principe de défense individuelle, donc il doit être un peu décalé entre lui et la balle. Je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de la conférence. Donc voilà comment on symbolise les défenseurs de ces attaquants. Autre manière de le faire, par exemple là j'ai utilisé le demi-cercle. Donc le joueur un peu qui est le défenseur qui est pris par le haut. Donc voilà, d'autres positions de joueurs. Et vous voyez que ces joueurs sont défendus en fonction de la balle. Voilà. 1 à son défenseur entre lui et le panier, 3 aussi, 5. Ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à voir un peu les orientations. C'est pour ça l'avantage de cette façon de mettre les défenseurs nous permet d'orienter, de montrer l'orientation du défenseur par rapport à son attaquant. C'est une manière. Donc voilà deux manières différentes de symboliser les joueurs en position défensive. Je continue. Un exercice que vous avez sûrement pratiqué ou que vous avez pratiqué quand vous étiez joueur ou joueuse. Exercice de glissement défensif. Là, voilà. Alors, 1 est défendu par X1. Il dribble vers le côté. 1 le poursuit, force à changer de direction, etc. Donc, vous voyez au milieu, on a divisé le terrain en 2. Et ça, c'est les cônes pour réduire l'espace pour que le joueur passe au zigzag. C'est le fameux exercice de dribble en zigzag avec des défenseurs. Voilà comment on peut symboliser et dessiner cet exercice-là. Une autre façon de symboliser les exercices, voilà l'exercice de passe et de tir en course, de lay-up. Donc vous voyez que si on le lit ensemble, 4 qui a le ballon passe la balle à 1 et puis se démarque, donc se déplace, course jusqu'au panier à l'opposé. Entre-temps, le ballon circule entre le joueur 1, 2, 3. 3 donne la balle à 4 qui finit par un tir. Mais ce n'est pas fini parce que quand 1 donne la balle, il se déplace à l'opposé à cette position-là. 3 aussi, quand il donne la balle, il se déplace à cette position-là pour que la continuité de l'exercice puisse se faire au retour. Et le retour, on a donc 4 qui lui donne la balle à 1. Et même chose, se déplace en courant vers le panier à l'opposé. 1 passe la balle à 2 et change de position. 2 passe la balle à 3, change de position. 4, une fois qu'il a reçu la balle, tire et vient se placer ici. Donc voilà comment, quand vous dessinez vos exercices pour vos séances d'entraînement, voilà un exercice simple où il n'y a que des passes et des déplacements et des tirs. Vous pouvez donc dessiner vos exercices afin que vous puissiez soit l'expliquer à vos joueurs, soit pour vous le comprendre pour que vous puissiez le mettre en situation à l'entraînement. Aider à reprendre, donc ou sauter et reprendre, ça c'est une situation assez classique en défense. Là, nous avons 2 contre 2. Nous avons le joueur 1 défendu par son défenseur X1 et 2 qui est défendu par son défenseur X2. 1 dribble vers le milieu, X1 le suit, 2 va sauter ou aider et reprendre
sans joueur, parce que 2, bien sûr, va progresser, donc 2 va juste sauter, aider momentanément tant que X1 revient sur 1 et courir reprendre son défenseur. Ça, c'est comment on peut expliquer sur le diagramme aider reprendre ou sauter reprendre. Même chose sur demi-terrain. Voilà, nous avons le joueur 1 qui est défendu par X1 qui déborde et qui va vers le panier. X3 qui défend 3 va aider, sauter donc sur le défenseur pour aider momentanément ce débordement, cette pénétration, le temps que 1 récupère et puis 3 revient vers X3 revient vers son joueur. Donc, comment on peut expliquer aider reprendre? Je continue. Les situations d'écran. Simple. Là, nous avons bien sûr 5 joueurs sur le terrain. Un qui a la balle parce qu'il est encerclé. Les autres n'ont pas de balle, ne sont pas entourés. 1 passe la balle à 3. 5 va monter, poser un écran à 1, du CRI 4. 3 va passer la balle à 1, éventuellement. Entre-temps, 2 est venu remplacer ici, cette position-là, et 4 est remonté plus haut. Voilà comment, par exemple, on peut symboliser une action qui inclut un écran. Voilà une autre façon de faire aussi. 2, vous lisez avec moi, 2 qui a la balle passe à 1, puis ensuite va aller poser un écran à 3. Remarquez que 3 se démarque vers le panier avant de, éventuellement, il va remonter en utilisant l'écran de 2. Donc, les situations d'écran. Maintenant, situation d'écran avec défenseur. Des fois, il convient de montrer ce que fait le défenseur lors des écrans. D'accord? Donc là, les défenseurs sont en rouge et les attaquants en noir. On voit que 4 va aller poser un écran 2 et X2 va essayer de le poursuivre ou défendre en passant au-dessus de l'écran. Et X4 reste avec son joueur X4. De l'autre côté, même chose, là il s'agit d'un écran orienté d'une autre manière, mais le principe est le même. 2 à la balle, 1 va aiguiller puis ensuite couper vers le panier en utilisant l'écran de 4. Et X1, vous voyez là, pour bien montrer que X1 passe donc par-dessus l'écran pour essayer de récupérer le joueur 1 plus tard. Voilà, c'est important quand il s'agit de montrer quel type de défense va opter le défenseur. Est-ce qu'il va passer par au-dessus, par en dessous, à travers, etc. Et là, par exemple, juste rapidement, vous montrer que ici, dans ce cas-là, les défenseurs ont décidé de changer. C'est-à-dire que suite à l'écran de 4 sur 1, X4 est sorti, a switché, a changé, a permuté, c'est lui qui va maintenant défendre 1, et X1 va venir ici et se placer à la place de X4 auparavant et défendre. Donc, voilà comment on symbolise la permutation sur les diagrammes. Encore une ou deux diapositives. Là, c'est sur pick and roll. Pick and roll, voilà. 5 va, pick and roll, donc c'est un écran sur un joueur qui est porteur de balle. 1 est porteur de balle. 5 va venir poser son écran sur son coéquipier 1. D'accord. Et puis voilà, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, 1 va profiter de cet écran-là. Alors, des fois, quand on veut expliquer, c'est pour ça que je vous ai mis le schéma à côté, à votre droite, c'est que des fois, on veut symboliser, on veut montrer ce que font les défenseurs. Alors, entre les flèches des écrans, les déplacements, ça ne nous permet pas de mieux bien voir. On ne peut pas charger le diagramme. Une fois qu'on a compris qu'il va y avoir un écran sur porteur de balle, ben on enlève la flèche de l'écran, mais on comprend que 1 va profiter de 5 pour l'écran, et là, ça permet de bien montrer ce que vont faire les défenseurs. Là, dans ce cas-là aussi, ben, X1, le défenseur de 1, va passer au-dessus, donc pas devant de l'écran. Voilà. Quoi d'autre? Ben, rien d'autre. J'espère que ces dernières diapositives qui étaient un peu techniques en symbologie n'ont pas été trop compliquées. L'idéal, ça aurait été de vous avoir près de moi, puis ensuite de dessiner ça ensemble et de faire des exercices.
Mais j'espère que bientôt on aura l'occasion soit de le faire ensemble sur un stage, soit que vous le fassiez avec un de mes collègues instructeurs dans les prochains stages que va organiser FIBA Afrique. Merci pour votre attention. Et maintenant, on va prendre, je pense, vos questions. Alors, les questions, vos questions, vous devez les poser soit par chat. Alors, bon, j'apprends que j'ai eu quelques problèmes de connexion. J'espère que ça m'a, quand même, vous avez pu suivre la grande majorité de la conférence. Alors, la personne qui demande si on peut revisionner la diapo, il y a l'écran, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir le lien de la vidéo et vous pouvez l'avoir sur YouTube et donc la visionner tranquillement, doucement, et puis vous pouvez faire une pause et voir exactement comment sont orientés les écrans et les défenseurs à ce sujet-là. Voilà, bah, j'attends vos questions. Et puis, voilà, il y a Sekou Kone qui demande la parole. Je vais essayer de lui donner la parole. Sekou Kone n'a même pas de microphone. Alors, coach Richard qui pose la question suivante. Dans la communication avec les jeunes joueurs, peut-on réprimander? Existe-t-il une meilleure manière de réprimander? Vraiment, moi, je suis d'avis de toujours adopter le plus souvent la communication positive, à savoir ne pas réprimander, mais de plutôt positiver tout. Les punitions, j'aime pas trop à jeune âge. Je trouve que ce n'est pas constructif. Mieux vaut expliquer l'erreur aux joueurs d'une manière positive et demander de faire, l'aider à faire la prochaine fois. Maintenant, il se peut que des fois vous puissiez utiliser, vous devez, voilà, pas réprimander, mais remettre à l'ordre quelque chose. À ce moment-là, utiliser la technique du sandwich. Le sandwich, c'est donner une communication positive, suivie d'une communication qui est moins positive, en tout cas votre reproche, et conclure avec et fermer le sandwich avec une autre communication positive. Ça, c'est une manière, en tout cas, le joueur va sentir qu'il va partir le dernier message chez vous, il va être positif, alors que vous aurez pu passer déjà votre message un peu quelque part réprimandé ou négatif au milieu. Donc, mais je suis d'avis parmi ceux qui disent que chez les jeunes, il faut être le plus souvent possible positif. Essayer de... Alors, comment réussir à faire de la communication individuelle en temps mort, dans un temps mort, alors qu'en même temps, on a une communication collective à faire? Oui, c'est un exercice qui est difficile, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que beaucoup d'entraîneurs, surtout débutants, arrivent au temps mort, en tout cas quand on vient, ils ont tellement de messages à passer qu'ils finissent par parler à tout le monde, à parler à celui-là trop rapidement, et ça ne marche pas. Dans un temps mort, il faut qu'il y ait au plus de messages. Au plus de messages, pas beaucoup. Il faut que vous sachiez quelles sont les priorités, vos priorités, et de messages. De toute façon, chez le monde professionnel, on sait que la plupart des joueurs, on ne va pas vous entendre. Déjà, parce qu'il y a tellement de stress, on a parlé tout à l'heure en conférence qu'il faut que les joueurs soient réceptifs. Et si c'est un joueur qui a fait une erreur, qui a trop de stress, il ne va pas être réceptif à ce moment-là. Donc, restez sur des messages qui sont de motivation, de positif. Surtout, n'enseignez pas. Surtout, ne présentez pas quelque chose, n'introduisez pas quelque chose de nouveau pendant le temps mort, parce que là, les joueurs ne vont pas poursuivre. Donc, oui, vous pouvez passer un message à tout le monde, bref, précis, simple, et puis vous, tout de suite, si vous avez un message individuel à passer à un joueur, vous vous adresserez à lui individuellement, à un ou deux joueurs. Mais vous ne pouvez pas vous adresser à 5 joueurs individuellement, ce n'est pas possible. S'il faut vraiment que vous le fassiez, vous demandez un changement, et puis vous pourrez avoir plus de temps pour parler avec ce joueur. Ok, je vais essayer de prendre une question audio. Il y a Mathilde. Mathilde, ok. On va voir si ça marche. Mathilde, j'essaie d'ouvrir son microphone, mais il ne s'ouvre pas.
Monsieur Diaby, Allô? oui, oui, Mathilde, oui, allez-y. Bonjour, coach Noor. J'ai pris la formation en cours. Déjà, je tiens à m'excuser. J'ai une question. Ce type de situation d'écran avec défenseur, à quelle catégorie doit-on appliquer ce type de, de position de jeu, de situation d'écran? Aux juniors, aux joueurs de première division, à quel type de joueurs nous devons appliquer ce que vous nous avez montré tout à l'heure? Ok, merci Mathilde pour la question. Bon, vous avez dit que vous avez rejoint la conférence en plein milieu. Le but de la conférence, c'est pas les écrans. Le but de la conférence, c'était la communication avec les joueurs, comment mieux communiquer avec ces joueurs. Et à la fin, on a parlé de symboles, de comment utiliser les diagrammes et les symboles en basketball, parce que c'est aussi une forme de communication avec les joueurs. Donc, pour répondre à votre question, qui est un petit peu hors sujet, mais je vais répondre rapidement, les écrans, à mon avis, c'est ce que moi je fais. Il y a différentes philosophies, différentes approches. Moi, personnellement, je vous donne la mienne. Maintenant, peut-être que d'autres entraîneurs diront le contraire. Mais moi, personnellement, je n'introduis les écrans qu'à partir de la catégorie des minimes, des U14. Et je commence par les écrans non porteurs, les écrans indirects. Et ce n'est qu'à partir des cadets, généralement, si c'est des bons cadets première année, si c'est des cadets qui ne sont pas encore très matures dans le basket, cadets deuxième année, que je commence à inclure les écrans directs ou les écrans porteurs, donc les pick and roll. Donc, ce que moi je fais. Maintenant, il y a des personnes qui font différemment, ça dépend de la philosophie, de l'approche de chacun. Merci, coach. Je vous en prie. Ok, on va prendre une autre question. Y a-t-il une manière particulière ou une astuce pour communiquer avec un joueur confirmé chez les seniors? Encore une fois, mon cher Christophe, le but était les joueurs jeunes, hein, pas les seniors. Mais une manière particulière de communiquer avec un joueur confirmé chez les seniors, la plupart de ce qu'on a dit dans cette conférence-là marche aussi pour les seniors, la plupart. La seule chose, c'est que les seniors sont quand même des joueurs qui sont un peu plus matures, c'est des adultes, donc notre manière de communiquer avec eux va être une manière de communication adulte. On ne dit pas les choses à un joueur de 14 ans comme on va le dire à un joueur qui a 24 ans ou 26 ans. Donc voilà, notre communication, les mots qui vont être choisis vont être adaptés, ils vont être différents. Mais astuce, écoutez, tout ce qui a été dit là, marche très bien. Maintenant, si il y en a plusieurs, ça dépend des situations. Mais gardez une seule chose, si je voudrais résumer, restez honnête, restez franc, ne parlez pas beaucoup, passez un seul message, pas plusieurs. Je pense que c'est déjà très, très intéressant comme approche. Ne pas oublier les communications individuelles, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, pas uniquement pour tout le groupe, il faut aussi au niveau senior, surtout chez les seniors, qu'il y ait plus de communication individuelle. Voilà, on va prendre une autre question audio éventuellement. Alors, Cassie Jean-Paul, je vais essayer d'ouvrir son microphone. Oui, Oriane. C'est Oriane Toussault qui a. Oui. Oui, Oriane, comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Merci, coach Noor. Ma question est relative à la communication avec les arbitres. Le contexte dans lequel nous évoluons ici au Bénin, est que nous avons des coachs plus ou moins influents, les plus anciens. Lorsqu'ils se retrouvent au bord du terrain, ils gesticulent beaucoup, ils crient beaucoup, et du coup, ils influencent plus ou moins les décisions de certains arbitres plus ou moins débutants. Les plus expérimentés font avec, mais lorsqu'on se retrouve en face, moi, jeune coach, je suis en face d'un coach plus expérimenté qui a
pris l'habitude de gesticuler, de crier beaucoup et donc d'influencer le cours du jeu, quelle peut être mon attitude? Parce que je sais que j'ai déjà une petite défaveur vis-à-vis de lui. Il a l'habitude de faire ça. Les arbitres le connaissent. Ils ne veulent pas se faire ensuite engueuler par lui dans les vestiaires et tout. Donc, quelle attitude je peux avoir face à un autre entraîneur qui déjà a l'habitude de s'emporter comme ça et influencer le cours du jeu? Est-ce que je peux vous poser la question, vous entraînez quelle catégorie de joueurs? U14 pour le moment. U14, donc les minimes Oui. pour le moment. Ok, Oui. merci. Donc, tout d'abord, je trouve qu'il est dommage, très très dommage, qu'il y ait à ce niveau-là, les U14, des coachs qui gesticulent et qui essaient d'influencer par leur comportement les décisions de l'arbitre. Ça, c'est très déplorable. Il faut vraiment, mais il faut tout changer. Hein. Le changement est difficile, je le sais, mais il faut que cette mentalité qu'on a chez les jeunes change. Le plus important dans ces catégories-là, en championnat U14 et U16, surtout encore beaucoup plus U14, ce n'est pas la victoire. Le plus important, c'est que les joueurs jouent le match, fassent de la compétition et que des fois ils vont gagner et des fois ils vont perdre parce que c'est le propre du sport. Ce n'est pas parce qu'ils vont perdre qu'ils vont être de mauvaises personnes ou de mauvais joueurs. C'est ça le message qu'on doit passer aux joueurs. Ils font leur effort. Bien sûr, les joueurs, ils veulent gagner. Tout le monde veut gagner. C'est naturel. C'est cette quête de la victoire qui va les rendre compétitifs. Mais le sport est, comme des fois, ils vont être meilleurs que l'adversaire et des fois, c'est l'adversaire qui va être meilleur qu'eux. Maintenant, le coach doit comprendre ce message-là. Et c'est le coach. Et ce problème-là, il n'est pas qu'au Bénin, hein. Il est aussi dans mon pays, au Maroc. Je vois beaucoup de coachs, de jeunes, qui sont en train de faire ce qu'il ne faut pas faire, gesticuler, hurler, influencer l'arbitre, parce que ce qu'ils veulent, c'est gagner à la fin du match. Et le plus important dans ces catégories-là, ce n'est pas gagner à la fin du match, c'est de former le joueur. Maintenant, votre attitude, qu'est-ce que vous pouvez faire? Première des choses, parler avec l'arbitre. Parler avec l'arbitre avant le match. Vous connaissez que cet entraîneur-là a l'habitude de faire ça. Vous allez gentiment avant le match, ou à la mi-temps, vous allez voir l'arbitre et si vous voulez, monsieur l'arbitre, moi je vous respecte, moi je suis là pour que mes joueurs passent un bon moment, les joueurs fassent un bon match et puis jouent au basketball. Et par contre, le coach adverse va essayer avec ce comportement de déconcentrer mon équipe, de vous déconcentrer aussi, s'il vous plaît, faites attention, ne vous déconcentrez pas, appliquez le règlement. Si le monsieur il ne respecte pas ce qu'il faut, respecter la déontologie d'un coach, respecter le déroulement de match, vous avez des manières de le contrôler, de lui parler, voire de lui donner des fautes techniques, etc. Donc, première chose, parlez à l'arbitre. Deuxième chose, parlez à l'entraîneur. C'est votre collègue. Vous allez le voir. Voilà, monsieur, s'il vous plaît, moi, c'est à peu près le même message que vous avez dit à l'arbitre. Vos joueurs vont être intimidés, ils vont perdre la concentration. S'il vous plaît, on est là pour passer un bon moment. Il faut que vos joueurs à vous et mes joueurs nous passent un bon moment. Si vous agissez de la sorte, vos joueurs vont se déconcentrer. Quelle image vous allez donner à vos joueurs? Si l'entraîneur est en train de hurler, critiquer à chaque fois l'arbitre, quel message on passe aux joueurs? Parce qu'il faut donner l'exemple, on le sait très bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, on dit aux joueurs qu'il faut aussi faire la même chose, qu'ils peuvent faire la même chose. Et tout ça, c'est contre-productif, tout ça, c'est négatif. Donc, parlez avec l'entraîneur. 2, parlez avec l'arbitre. Et surtout, restez vous-même. Restez vous-même. Et si l'entraîneur ne change pas d'attitude, si l'arbitre ne n'arrive pas à changer d'attitude, écoutez, restez vous-même. Concentrez-vous sur vos joueurs, leur façon de jouer et point à la ligne. Et on espère que ce genre de comportement, avec le temps, avec les formations que l'on fait, avec les directives des fédérations, ce genre de comportement disparaîtra. Voilà, j'étais un peu long dans cette réponse, mais je pensais que la question était importante. Il est quelle heure? Parce que je ne sais pas. Monsieur Diaby, nous avons jusqu'à quelle heure? Normalement, la séance est terminée. C'est à 15h45. Ah d'accord, parfait, très bien. Écoute, on va se tenir à ça. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci aussi au département technique de FIBA Afrique. Je crois que je vois dans les commentaires qu'il y a eu quelques difficultés de connexion. Bon, j'espère que quand même… Il y a des participants qui n'arrivaient pas bien vous saisir par rapport au son.
que vous donnez. D'accord. Mais propre aux participants ou propre à moi? Il y a certains qui vous attendaient bien, certains d'autres disaient que vous n'entendez pas bien. Ah oui.